Chapitre 1. Le parfum de Dowermead Hall. L'odeur fut la première chose qui frappa Miss Celia Grantham en franchissant le seuil de Dowermead Hall. Une curieuse fragrance, douce, florale et étrangement écœurante, flottait dans l'air comme un souvenir qui refusait de s'estomper. Ce n'était pas le mélange habituel de cire d'abeille et de fumée de bois qui l'accueillait chaque été lorsqu'elle rendait visite à sa tante, Lady Eugenia Montagu. Non, cette odeur était différente, féminine, insistante et étrangement troublante. Célia s'arrêta dans le hall d'entrée lambrissé de chêne et retira ses gants de cuir avec un air de maîtrise. Son tailleur gris, bien que légèrement froissé par le voyage depuis Londres, moulait impeccablement sa silhouette haute et élégante. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, mais il y avait quelque chose de frappant dans ses pommettes anguleuses, la froideur et la netteté de ses yeux gris, et dans sa façon de regarder chacun deux fois avant de parler une fois. « Mademoiselle Grantham !» s'écria une voix depuis le palier supérieur. « Quel plaisir de vous revoir, ma chère !» Célia leva les yeux et vit dame Eugenia descendre l'escalier dans une mer de soie flottante. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon précis, ses lèvres cramoisies et son regard vif, avec l'éclat d'une femme habituée à commander. Comme toujours, elle paraissait bien plus jeune que ses 68 ans. Une impression favorisée, soupçonnait Célia, par un éclairage soigneusement choisi et une petite quantité de crème, de teintures et de cosmétiques importés. « J'espère que le train était supportable », poursuivit Lady Eugenia en serrant doucement sa nièce dans ses bras. « Personne n'est jamais tout à fait le même après une journée sur le Southern Railway. »« J'y ai survécu, ma tante, » répondit Célia en souriant. « J'ai cependant croisé un malheureux monsieur qui a pris mon compartiment pour le sien et a insisté pour me parler longuement des terriers irlandais. » Lady Eugenia émit un rire rauque. « Quelle horreur ! Pauvre petite, venez donc au salon. Le thé vient d'être servi et le piano a été accordé depuis votre dernière visite. » Célia se laissa parcourir la grande demeure, remarquant le mobilier inchangé, les lourds rideaux de brocart et les divers signes de richesse hérités, épargnés par la guerre et la modernité envahissante de 1938. Pourtant, cette étrange fragrance les suivait. Elle s'accrochait au coin de la cage d'escalier, s'enroulait autour des balustrades et persistait dans le salon tel un fantôme. « C'est un nouveau parfum, ma tante ?» demanda-t-elle en s'asseyant près de l'âtre. « C'est plutôt inhabituel. » Dame Eugenia haussa un sourcil. « Du parfum ? Grand Dieu, non. J'ai renoncé à ces vanités à la mort de ton oncle. Non, ce doit être la dernière indulgence d'Yvette. » Célia leva les yeux. « Yvette ? Yvette Durand. Elle reste chez nous quelques semaines. Une cousine éloignée du côté français de la famille. Une de ces Durand venues de Lyon dans les années 1920, je crois. Très artistique, très moderne. Elle se parfume toujours les poignets et en laisse des traces partout où elle va. Je crois qu'elle essaie de devenir chanteuse, ou peut-être danseuse. Un truc très parisien et inadapté. » Célia haussa les sourcils. « Elle a l'air intrigante. »« Oh, c'est vrai, » dit Lady Eugenia avec une moue ironique. « Et dramatique. Elle a déjà provoqué 2 disputes à dîner et un évanouissement lors d'une charade. Franchement, c'est comme animer un ballet russe. » La porte s'ouvrit et un homme d'une 50aine d'années entra, moustachu, chauve et portant un plateau avec une précision chirurgicale. « Ah, Norris, » dit Lady Eugenia. « Mettez le thé sur la table, s'il vous plaît. Voici ma nièce, Miss Grantham. Célia, vous vous souvenez de Norris, notre valet de chambre si patient ? » « Je me souviens très bien de vous, mademoiselle, » dit Norris avec un léger sourire. « Vous voliez les noix marinées quand vous étiez enfant. »« Coupable, » dit Célia chaleureusement. « Et s'ils sont toujours disponibles, je ne fais aucune promesse. » Tandis que le thé était servi et que les gourmandises circulaient, Lady Eugenia reprit son flot habituel de bavardage, mi-philosophie. Elle évoqua les nouveaux sermons du vicaire, d'un optimisme insupportable, l'obsession de son voisin, le colonel Beckwith, pour les azalées, d'une freudienne absolue,
et sa profonde méfiance envers tout ce qui était radio ou américain. Célia écoutait avec un amusement affectueux, son regard se portant parfois vers la large baie vitrée donnant sur les jardins, où les ombres s'allongeaient dans la lumière du début de soirée. « Vous souvenez-vous de Jeremy Farrow » demanda soudain Lady Eugenia. Célia reporta son attention. « Vaguement. Grand, avec des oreilles maladroites ?»« Toujours grand. Ses oreilles n'ont pas bougé. Il revient des Indes orientales dans 2 semaines. Quelque chose à propos des éléphants et du paludisme. Et il loue une maison juste en bas de la rue. J'ai pensé que vous pourriez refaire connaissance. » Célia lança un long regard à sa tante. « Est-ce une tentative de mariage, tante Eugénia ?»« Bien sûr que non, » répondit dame Eugénia d'un ton léger, malgré un sourire indéniable. « Je fais simplement remarquer qu'une jeune femme avec votre intelligence et vos chevilles ne devrait pas rester célibataire bien longtemps. » À ce moment-là, une voix forte et légèrement théâtrale retentit dans le couloir. « Où est l'écharpe crème aux pompons dorés ? Je ne la trouve pas, et sans elle, je me sens nue. » Dame Eugénia soupira. « Ce serait Yvette. » Un instant plus tard, la porte du salon s'ouvrit brusquement et une vision, vêtue de mousseline violette, entra. Yvette Durand, à peine plus de 20 ans, avait les cheveux noirs bouclés en marcelle, les yeux sombres et les cils épais, et une moue écarlate à faire taire les hommes à 20 pas. Elle entra dans la pièce comme sur une scène, jeta un regard curieux à Célia et lui tendit une main si parfumée qu'elle faillit chanceler. « Vous devez être sa nièce, » dit Yvette avec un fort accent français. « Quel plaisir de rencontrer un visage que je ne connais pas encore très bien. » Célia se leva et lui serra poliment la main. « Je suis Célia Grantham. Je suis Yvette Durand. Je chante parfois. J'essaie de ne pas tomber amoureuse cette semaine, mais on ne sait jamais. » « En effet, » dit Célia, légèrement déconcertée. Lady Eugénia s'efforça de calmer l'atmosphère. Yvette a répété un récital de poésie tragique pour la fête des moissonneurs. C'est terriblement moderne et émouvant. « Je mourrais si je devais lire une autre ligne de Keats, » déclara Yvette en s'affalant sur la chaise la plus proche. « Tout le monde est si silencieux dans cette maison. On dirait une tombe, si une tombe avait du thé et des scones. » Célia, retenant un sourire, jeta un nouveau coup d'œil à l'air parfumé. Ce même parfum, violet et poudré, planait désormais comme une présence. Ce n'était pas seulement une odeur, c'était un signal, un avertissement. Quelque chose en lui contrastait avec la grâce bien ordonnée de Dowermead Hall. Et tandis qu'Yvette bavardait et riait, jetant un foulard en soie sur une épaule avec un drame exagéré, Célia sentit, bien qu'elle ne pût dire pourquoi, que quelque chose, quelque part dans cette maison, avait bougé. Quelque chose allait arriver. Quelque chose faux. Chapitre 2. Un cri dans la véranda. Le vent s'était levé pendant la nuit, poussant de longs soupirs à travers les murs couverts de lierre de Dowermead Hall. À 6h30 précises, Célia Grantham ouvrit les yeux, troublée non par la tempête, mais par l'étrange sensation de ne pas être seule. Elle s'assit dans son lit à baldaquin, écoutant. Rien, seulement le léger craquement des poutres au-dessus et le léger bruissement des feuilles contre la vitre. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par l'aube grise qui perçait les lourds rideaux. Mais un sentiment de malaise la tenaillait comme un frisson. Elle se glissa hors du lit et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle voyait le jardin, les haies d'ifs taillées à la perfection, la fontaine immobile et sèche au milieu de l'allée de pierre, et au-delà, la véranda, une construction de verre et de fer construite des décennies auparavant par son grand-oncle Algernon, brillait faiblement sous la lumière matinale. C'est alors qu'elle l'a vue, une silhouette, en train de courir, un éclair de mousseline violette. Yvette. Célia fronça les sourcils. La jeune Française courait dans le jardin, pieds nus, serrant quelque chose contre sa poitrine.
Ses cheveux étaient dénoués, ses mouvements désordonnés et désordonnés, comme une personne en proie à la panique ou au chagrin. Sans hésitation, Célia enfila une robe, glissa ses pieds dans des pantoufles et se précipita en bas. Lorsqu'elle atteignit la véranda, le vent avait déjà entr'ouverte la porte. Elle y entra et fut immédiatement envahie par une vague de chaleur épaisse et parfumée. Roses, orchidées et palmiers exotiques envahissaient la pièce, chargée de parfums. Mais sous tout cela se cachait une autre note, plus aiguë, désagréable, légèrement métallique. Yvette était accroupie au fond, dos à Célia, les épaules tremblantes. Une main agrippait le bord en fer forgé d'une table de rempotage, l'autre serrait fermement quelque chose. Yvette appela doucement Célia. La jeune femme ne se retourna pas. Elle semblait figée, marmonnant en français quelque chose à propos de mort et trop tard. Avant de finalement lever les yeux, ses yeux étaient cerclés de rouge, son rouge à lèvres coulait à un coin et ses mains tremblaient. « Elle est morte », murmura Yvette. Célia traversa la pièce avec précaution. « Qui est mort ?» Yvette tendit lentement les mains et y trouva un petit flacon en cristal, un verre taillé, élégant et incontestablement coûteux. L'étiquette était usée, mais Célia reconnut aussitôt qu'il appartenait à la coiffeuse de sa tante. À l'intérieur, un léger écoulement d'un liquide rose foncé s'écoulait doucement sur 1 centimètre. Yvette le fixa du regard. « C'est du poison. »« Je le sais. » Célia fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Mais avant qu'Yvette puisse reprendre la parole, des pas rapides s'approchèrent de la maison. Norris, le majordome, apparut dans l'embrasure de la porte, le visage inhabituellement pâle. « Mademoiselle Grantham, » dit-il avec un hochement de tête raide, « vous devez venir. Immédiatement. C'est Lady Eugenia. On l'a retrouvée, dans sa chambre. La femme de chambre dit qu'elle ne se réveillera pas. » Un terrible silence s'ensuivit. Célia ne parlait pas. Elle regardait Yvette. Yvette regardait la bouteille. Et de quelque part très haut, l'horloge de parquet du hall principal commença à sonner 7 heures. À 8 heures, le médecin était venu et reparti. Le docteur Ellison était un homme difficile, à la voix lente, qui adorait les épingles à cravate et les gilets en laine peignée. Il annonça la nouvelle d'un ton doux et hésitant dans le salon, tandis que Norris et Célia se tenaient, le visage sombre, près du feu. « Ça semble avoir été assez soudain, » dit-il en ajoutant un deuxième morceau de sucre à son thé. « Un accident coronarien massif, sans douleur probablement. Elle est morte dans son sommeil. » Célia fronça les sourcils. « Elle était en bonne santé, docteur. Elle marchait tous les jours. Elle lisait sans lunettes. Elle n'avait aucun malaise, aucun vertige, même pas d'essoufflement. » Il haussa légèrement les épaules. « Parfois, ces choses arrivent sans prévenir. » Célia n'était pas satisfaite. Elle était bouleversée hier soir, après le dîner. Elle s'est excusée plus tôt. Je pensais que c'était la récitation d'Yvette, mais... « Mademoiselle Durand ?» demanda le médecin. « La cousine française. »« Elle répétait de la poésie tragique, » dit Célia. « Ma tante trouvait ça déplaisant. » Le docteur Ellison s'éclaircit la gorge. « Et la... bouteille ?» La femme de ménage a mentionné quelque chose. Célia hésita. Yvette l'a trouvée dans la véranda. Elle semblait bouleversée. Elle a dit que c'était du poison. Le médecin sourit poliment. Du poison ? Oh, je ne crois pas. Dame Eugénia n'était pas du genre à se lancer dans des histoires. C'était une femme de discipline et d'ordre. Précisément, murmura Célia. Il est parti peu de temps après, promettant d'avertir le coroner local, bien que clairement convaincu qu'il n'y avait pas eu d'acte criminel. Mais le malaise de Célia persistait. En milieu de matinée, la maisonnée était plongée dans le silence stupéfait d'une maison en deuil. Les domestiques erraient comme des fantômes dans les couloirs. Le thé était servi, intact,
et Yvette s'était enfermée dans sa chambre, refusant de répondre lorsque Célia frappait. Il était presque midi lorsqu'une voiture s'est arrêtée dans l'allée de gravier, de manière inattendue et déplacée. Célia, debout dans le petit salon, jeta un coup d'œil à travers les rideaux de dentelle et vit un homme de grande taille descendre. Il portait un chapeau melon et un costume gris parfaitement coupé. Derrière lui, une silhouette plus petite, impeccablement vêtue, émergea. Sa moustache si symétrique qu'elle semblait peinte, sa posture fière et posée. « Qui » murmura-t-elle à voix haute. Un instant plus tard, Norris entra. « Voici un visiteur, » dit-il avec la gravité de quelqu'un annonçant un membre de la famille royale. « Monsieur Hercule Poirot. » Et un associé, le capitaine Hastings. Célia regarda fixement. Norris toussa doucement. Il dit avoir été invité par Lady Eugénia la semaine dernière. Dans une lettre, quelque chose à propos d'un sentiment d'inquiétude dans l'air. Le cœur de Célia fit un étrange petit bond. Lady Eugénia, si maîtresse d'elle-même, si supérieure, avait invoqué Hercule Poirot. Elle lissa sa jupe et suivit Norris dans le couloir. Poirot retirait déjà ses gants avec la précision d'un homme accomplissant un rituel. Hastings se tenait à ses côtés, observant clairement les détails de la maison avec un œil habitué à l'ordre militaire. « Mademoiselle Grantham, je suppose ?» demanda Poirot en s'inclinant légèrement. « Oui, Célia Grantham. Bienvenue, monsieur Poirot. Je crains cependant que votre visite n'arrive à un moment particulièrement tragique. » Il inclina la tête, les yeux légèrement plissés. « Lady Eugénia Montagu est morte, » dit Célia. « Oui, » dit doucement Poirot. « C'est ce que j'ai compris. Et je ne pense pas, mademoiselle, que ce soit une coïncidence si elle m'a écrit il y a quelques jours seulement, me disant « Il y a quelque chose qui cloche à Dowermead, monsieur Poirot. Quelque chose de non dit, quelque chose de parfumé. » Il la regarda attentivement. « Dites-moi, mademoiselle, qui dans cette maison porte du parfum ?» Chapitre 3. L'odeur du soupçon. Le salon de Dowermead Hall, bien qu'élégant, décoré dans des tons doux de vermouth et d'ivoire, semblait étrangement austère cet après-midi-là, comme si quelque chose d'essentiel avait disparu avec la mort de Lady Eugénia. Peut-être était-ce dû à l'absence de sa présence imposante, ou au fait que sa figurine de labrador en bronze préférée avait été discrètement tournée vers le mur. Quelle qu'en soit la cause, un silence régnait dans la pièce, empreint d'attente et d'attention. Poirot se tenait au centre du tapis du foyer, les mains soigneusement croisées derrière le dos, sa moustache impeccablement cirée et intacte malgré le vent. Hastings, assis un peu raide près de la fenêtre, contemplait le jardin avec le vague malaise d'un homme hésitant entre le deuil, l'enquête ou les condoléances. Célia verse le thé avec une précision automatique. « Lady Eugénia vous a écrit avant sa mort, monsieur Poirot. » Poirot hocha la tête. « Oui, mademoiselle. » Un petit mot. Elle mentionnait seulement qu'elle sentait qu'une ombre s'était glissée dans la maison et que quelque chose d'anormal flottait dans l'air. Quelque chose qui avait un visage charmant. Il se tourna vers la fenêtre, les yeux plissés. « Cela a suffi à me faire descendre de Londres sur le champ. » Célia marqua une pause, ses doigts se recroquevillant légèrement autour de la tasse. Elle n'a jamais mentionné se sentir en danger. « Certaines femmes, mademoiselle, » dit doucement Poirot, « ne le ressentent pas. Elles le sentent. Elles le savent. Mais elles ne le nomment pas, surtout quand le danger se pare de parfum et sourit autour d'une tasse de thé. » Hastings leva les yeux. « Vous ne pensez donc pas que c'était une mort naturelle ? » « Je ne sais pas, » dit Poirot, « mais je ne me contente jamais des apparences. C'est la malédiction du détective, mon ami. On voit sous la surface, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. » Un léger coup les interrompit et Norris entra avec une dignité tranquille. « Mademoiselle Durand a accepté de venir, » dit-il. « Elle a demandé 5 minutes pour se rendre. Présentable. » Célia esquissa un sourire sec. « Yvette est toujours imprésentable. »« Ah !» dit Poirot d'un ton doux. « Alors c'est elle qui porte ce parfum puissant. » « Oui,
confirma Célia. Elle n'entre jamais dans une pièce sans s'annoncer olfactivement. Son parfum est doux, envoûtant, entre la violette et la pourriture. Poirot inclina la tête. Une combinaison intéressante. Norris s'éclaircit la gorge. Il y a aussi un certain révérend Henry Vail ici. Il devait s'entretenir avec Lady Eugénia ce matin au sujet du programme de la fête des moissonneurs. « Veuillez le faire entrer dans le petit salon, » dit Poirot. « Nous lui parlerons bientôt. » Norris hocha la tête et se retira. Un instant plus tard, Yvette entra. Elle était vêtue de soie noire qui scintillait à chaque mouvement, ses cheveux serrés sur la nuque, ses yeux cernés de traits de colle spectaculaires. L'odeur de son parfum la précédait, forte et persistante, même dans le spacieux salon. « Bonjour, monsieur, » dit-elle en s'approchant de Poirot avec la grâce d'une actrice de théâtre. « Vous êtes le célèbre détective, n'est-ce pas? Venez résoudre notre tragédie. » Poirot inclina la tête. « Je suis ici pour observer, madame. Pour voir. Et peut-être en voyant, pour comprendre. » Yvette se laissa tomber dans une chaise longue. « Il n'y a rien à comprendre. » Dame Eugénia était vieille, fragile. Elle s'est brisée, comme du cristal. « Tu t'intéressais à elle ?» Yvette hésita. Elle était gentille. Froide, mais gentille. Elle a payé mes cours de chant l'année dernière, et elle m'a fait promettre de ne pas séduire son jardinier. Hastings cligna des yeux. « Tu... quoi ?» « C'était une blague, » dit Yvette d'un ton léger. Il était très ennuyeux, mais elle aimait m'imaginer toujours au bord du scandale. Poirot fit un pas en avant. « Tu étais dans la véranda ce matin ?» Yvette se raidit. « Oui. »« Tu as trouvé la bouteille ?» ?»« Je l'ai fait. »« Et qu'est-ce qui vous a fait soupçonner que c'était... du poison ?» Yvette détourna le regard. « L'odeur. Ce n'est pas seulement du parfum. Il y a autre chose en dessous. Américaine comme des amandes et de la poussière. Et... » Elle s'interrompit brusquement, tordant un mouchoir sur ses genoux. « Oui. Je l'ai vue hier soir. Dame Eugénia. Elle était assise dans son fauteuil près du feu. Elle tenait la bouteille à la main. Elle l'ouvrit, la renifla. Elle avait l'air perplexe. Puis elle la rangea dans son tiroir. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Tu en es certain ? » ?»« Je jure. Et qui d'autre connaissait cette bouteille ?» Yvette haussa les épaules. « Je ne sais pas. La bonne, peut-être. Ou Monsieur Faraud. Il rôde toujours. » « Monsieur Jérémie Faraud ? » ?»« Oui. Il est arrivé hier soir. Dame Eugénia l'avait invité à rester quelques jours. Il parlait d'un litige foncier, je crois. » Les yeux de Célia se plissèrent. Je n'avais pas réalisé que Jérémie était déjà là. « Alors, » dit doucement Poirot, « je pense qu'il est temps que je le rencontre. » Jérémie Faraud était exactement celui dont Célia se souvenait. Grand, le visage étroit, le teint rougeaud et les yeux qui semblaient constamment plissés par la réflexion ou le jugement. Il était vêtu de tweed et dégageait une légère odeur de tabac à pipe et d'huile de lin. Il était déjà dans la bibliothèque lorsque Poirot et Hastings le rejoignirent, lisant un journal local avec l'air d'un homme impatient de paraître imperturbable. « Monsieur Faraud, » commença Poirot, « permettez-moi de me présenter. Hercule Poirot. » Faraud se tenait raide. « Oui, je connais votre nom. L'inspecteur. Eugénia vous a mentionné en passant. Tu étais ici quand elle était morte ? » ?»« Oui, arrivée hier en fin d'après-midi. Elle était fatiguée et s'est excusée après le dîner. Je n'y ai pas prêté attention. Toi et Lady Eugénia, êtes-vous proches ? » Faraud hocha brièvement la tête. « Des amis de la famille. Mon père s'occupait de la succession de son défunt mari. Nous sommes en bons termes depuis des années. » Poirot fit un geste vers le buffet. « Puis-je vous offrir quelque chose ? » ?»« Pas maintenant, merci. » « Savez-vous que Lady Eugénia a exprimé son inquiétude peu avant sa mort ? » Faraud haussa un sourcil. Elle était toujours préoccupée par quelque chose. Les sermons du pasteur, les râteaux des jardiniers, la montée du socialisme. Et à propos des gens dans sa maison, Faraud marqua une pause.
Si tu insinues Yvette, alors oui. Elle la trouvait théâtrale, imprévisible, mais Eugénia la tolérait par obligation familiale. A-t-elle parlé de crainte? De menace? Pas pour moi, répondit sèchement Faraud. Et franchement, je trouve tout ce remue-ménage déplacé. C'était une femme âgée. La mort arrive. Les yeux de Poirot brillèrent. La mort existe, monsieur, mais le meurtre aussi. Et il ne faut jamais confondre les deux simplement parce qu'ils portent le même déguisement. La bouche de Faraud se pinça. Je suppose que vous allez demander des nouvelles de chacun? Finalement, dit Poirot d'un ton léger, pour l'instant je ne pose qu'une seule question. Êtes-vous allé dans la véranda ce matin? Non. Poirot smiled. Merci, monsieur. Plus tard, tandis que Poirot et Hastings marchaient lentement dans la roseraie, le détective resta silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, Hastings demanda: « Alors, croyez-vous Yvette? » « En partie, » murmura Poirot, « mais elle joue un rôle trop facilement. La dramaturge, l'innocente, la jeune femme passionnée. Non, elle cache quelque chose. » « Et Faraud? » Faraud, a déclaré Poirot, est comme un homme qui marche sur un sol fraîchement nettoyé. Il ne peut s'empêcher de laisser des empreintes de pas, même s'il est prudent. Hastings parut perplexe, mais le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. Poirot s'arrêta sous un treillis de roses, levant une main pour examiner une délicate fleur rose. Et pourtant, dit-il doucement, même les roses, mon ami, peuvent être empoisonnées si on traite les racines. Il faut creuser plus profondément. Il jeta un coup d'œil vers la maison. Voyons ce que la servante a à dire. Chapitre 4. La servante qui en savait trop. Les appartements des domestiques de Dowermead Hall étaient compacts, ordonnés et dépourvus de toute décoration, hormis quelques gravures défraîchies ou une horloge à cadre en laiton. En descendant l'étroit escalier de service, suivi d'Hastings, Poirot remarqua le contraste. « C'est toujours ainsi, mon ami, dit-il. L'étage brille, l'étage est poussiéreux. Et pourtant, c'est ici, dans la poussière, que la vérité tend à se recueillir. » Hastings rit doucement. À vous entendre, on dirait que les domestiques sont les gardiens de tous les secrets. Poirot leva le doigt. Pas des gardiens, Hastings, des témoins. Ils observent, mais sont rarement observés. Cela, vous verrez, est inestimable. Le petit salon attenant à la cuisine sentait vaguement l'amidon et le thé bouillant. À l'intérieur, une jeune fille d'à peine 20 ans était assise, raide comme une flèche, au bord d'une chaise à haut dossier. Elle portait un uniforme simple et un tablier, ses cheveux noirs fermement tirés sous une casquette. On avait appris qu'elle s'appelait Edith Barker, servante de Lady Eugénia depuis 3 ans. Elle se leva rapidement lorsque Poirot entra. « Monsieur Poirot, monsieur, je suis terriblement désolé si j'ai fait quelque chose de mal. »« Vous n'avez rien fait de mal, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Veuillez vous asseoir. Nous souhaitons simplement vous parler. » Elle hésita puis se rassit, serrant fermement ses mains sur ses genoux. « Je suppose que vous avez entendu ce qui est arrivé à Lady Eugénia ?» demanda Hastings. « Oui, monsieur. Ils ont dit que c'était son cœur, mais je n'y crois pas. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Non? Et pourquoi ?» Edith se mordit la lèvre. « À cause de son comportement d'hier. Je ne l'ai jamais vue comme ça. » « Dites-moi. » Elle était nerveuse, agressive. Elle vérifiait constamment la serrure de sa chambre. À un moment, elle m'a demandé si quelqu'un avait fouillé dans les tiroirs de sa coiffeuse. Je lui ai répondu que non, mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit qu'il manquait quelque chose, qu'elle pouvait... Oderil avait été perturbé. « Odeur ?» répéta Hastings, confus. « Oui, monsieur. » Elle n'arrêtait pas de renifler l'air. Elle a dit qu'il y avait une odeur, importune et malhonnête, comme elle l'appelait. Puis elle m'a fait fouiller tous ses flacons de parfum pour voir s'ils avaient été trafiqués. Poirot hocha la tête, pensif. « Et l'était-il » ? « Eh bien, dit lentement Edith,
La plupart de ces parfums étaient à l'ancienne. Lavande, eau de lilas et eau de Cologne. Mais il y avait un flacon que je ne reconnaissais pas, plus petit que l'essai, autre, rond, avec un bouchon en cristal taillé. Les yeux de Poirot brillèrent. Et cette bouteille, d'où vient-elle? Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'avais jamais vue avant la semaine dernière. Lady Eugénia le gardait dans son tiroir fermé à clé. Mais ces derniers jours, il était sorti, sur sa coiffeuse. Poirot se pencha légèrement en avant. L'as-tu déjà vu l'utiliser? Non, monsieur, mais elle m'a demandé si quelqu'un d'autre l'avait touché. Puis elle m'a dit de ne pas en parler. Elle a dit que ce n'était peut-être rien, ou que c'était peut-être tout. Et ce matin? Demanda Poirot. Je lui ai apporté son plateau vers 7 heures. J'ai frappé 2 fois, comme toujours. Elle n'a pas répondu. Je l'ai trouvée, toujours assise sur sa chaise. Elle avait froid, le regard fixe. J'ai laissé tomber le plateau. Elle déglutit. Poirot resta silencieux un instant, puis demanda « Avez-vous remarqué autre chose? Quelque chose d'anormal ?» Edith hésita. Ses mains. Ses mains? Il sentait le parfum. Poirot la regarda d'un air perçant. Quel parfum? Le même qui traîne dans la maison depuis 1 semaine. Le plus mignon. Celui que porte mademoiselle Durand. Seulement plus fort. De retour dans le hall principal, Poirot s'arrêta au pied du grand escalier, levant les yeux vers le premier étage comme s'il calculait des chemins invisibles. « Elle se doutait de quelque chose, » dit-il, « et elle le craignait. C'est pourquoi elle m'a écrit. La bouteille, elle n'était pas à elle. Pourtant, elle l'a gardée. Pourquoi? Elle avait peut-être prévu de confronter quelqu'un, a suggéré Hastings, ou tester une théorie, murmura Poirot. Il faut qu'on regarde sa coiffeuse nous-mêmes. Viens. La chambre de Lady Eugénia était un symbole de raffinement. Papier peint pâle, meubles en acajou et coiffeuse disposés avec une précision quasi militaire, à l'exception d'un petit carré nu au centre de sa surface réfléchissante. Un contour circulaire, sans poussière. Poirot pointa du doigt. C'est là que se trouvait la mystérieuse bouteille. Hastings se pencha pour l'examiner. Pris après sa mort, peut-être? Mais non. Mademoiselle Durand l'avait dans la véranda. La question est, pourquoi Lady Eugénia l'a-t-elle laissé dehors hier soir? Il examina ensuite les tiroirs. À l'intérieur se trouvait sa collection habituelle de poudre, de peignes et de boîtes à bibelots. Mais dans un compartiment, Poirot trouva quelque chose qui le fit lever les sourcils. C'était une enveloppe pliée, non scellée, vide, à l'exception d'une unique feuille de papier à lettres coûteuses. Sur celle-ci, de l'écriture audacieuse de Lady Eugénia, étaient inscrits 5 mots. « Si je meurs », demanda Poirot. Poirot le tenait en l'air sans parler. « Eh bien, » dit Hastings après une longue pause, « cela change certainement les choses. »« Cela les confirme, » corrigea doucement Poirot. Lady Eugénia ne se contentait pas de soupçonner le danger, elle s'y attendait. Ils se retrouvèrent au salon en fin d'après-midi. La maison était plongée dans ce silence étrange, propre aux cités frappées par une mort subite, où même les horloges semblaient réticentes à tic-tac. Yvette entra la première, toujours vêtue de noir, le regard méfiant. Puis arriva Jérémie Farraud, avec sa raideur habituelle. Le révérend Vel suivait, un homme grand, à l'air triste, au visage allongé et au regard solennel. Norris se tenait silencieusement au fond de la salle. Poirot resta près du foyer, l'enveloppe à la main. « Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, » commença-t-il, « mais certaines choses sont désormais claires. Dame Eugénia craignait pour sa sécurité. Elle m'a écrit par précaution. Elle a identifié une odeur qui ne lui appartenait pas, comme le signe d'un problème. Il brandit l'enveloppe. Ce mot confirme son intuition. « Si je meurs, » demanda Poirot. Il y avait un silence collectif. Poirot se tourna vers le groupe. « Je vous le demande à tous maintenant. Qui a apporté le flacon de parfum dans cette maison ?» Silence. Puis Yvette se leva. « Oui, oui, dit-elle doucement, mais pas comme ça. »
Expliquez-moi, mademoiselle. C'était un cadeau, dit-elle, d'un homme à Paris, un ami, un parfumeur. Il a dit que c'était rare, délicat. Je l'ai porté une fois ici, juste une touche, mais Lady Eugénia l'a remarqué. Elle a dit que c'était malhonnête. J'ai ri. J'ai pensé qu'elle exagérait. Plus tard, j'ai laissé le flacon sur la table. Je n'ai pas remarqué qu'il avait disparu. Et tu ne l'as plus jamais revu avant ce matin ? Demanda Poirot. Non. Il l'observa, le regard indéchiffrable. Alors, soit quelqu'un a pris le parfum pour l'utiliser comme poison, soit ce n'était pas du parfum. Hastings fronça les sourcils. Mais l'odeur n'aurait-elle pas averti la victime ? Pas s'il était imprégné d'huiles essentielles. Certains poisons, dit Poirot, n'ont ni goût ni odeur immédiat. D'autres imitent le sucré. Et si Lady Eugénia soupçonnait déjà le flacon, Yvette pressa une main contre sa bouche. « Je pense, dit doucement Poirot, que le poison n'était pas du tout destiné à Lady Eugénia. » Célia haleta. « Et alors ?» Poirot regarda vers la porte. « C'est cela, dit-il, que nous devons maintenant découvrir. » Chapitre 5. L'alibi roux. Le crépuscule s'était installé sur Dowermead Hall, tel un rideau de velours, doux, silencieux, et d'une obscurité impénétrable. Des lampes clignotaient dans les couloirs, projetant des ombres étranges et longues sur le plancher. Quelque part, une porte s'ouvrit et se referma sans bruit, et Hastings, malgré lui, ne cessait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule en suivant Poirot vers le bureau. « Dites donc, Poirot, dit-il alors qu'ils atteignaient le bout du couloir. Commencez-vous à soupçonner Yvette ? Poirot s'arrêta, un pied sur le tapis, et se tourna légèrement. Ah, mon ami, soupçon, c'est une cape lourde. Elle convient à trop d'épaules. Mais est-ce qu'elle... Ajustez la méthode. Le mobile ? Telle est la question. Eh bien, elle a avoué posséder le parfum. Et elle a trouvé le corps, ou du moins le flacon. Et elle était dans la véranda au petit matin. Oui, dit Poirot, et c'est ce qui me trouble. Il poussa la porte du bureau. À l'intérieur, Jérémie Farrow était assis à son bureau, un verre de whisky à côté de lui et un registre ouvert sous les doigts. Il leva les yeux avec un mélange d'agacement et de politesse contenue. Oui. Poirot s'inclina légèrement. Pardonnez-moi cette intrusion, monsieur Farrow. Je voudrais clarifier vos déplacements d'hier soir. Pour mémoire. Farrow soupira. Encore ? Très bien. Après le dîner, je suis allé à la bibliothèque. J'ai lu jusqu'à 11h30, puis je suis allé me coucher. Tu n'as vu personne ? Non. Vous n'êtes pas passé devant la chambre de Lady Eugénia ? Non. Pourquoi devrais-je le faire ? Poirot l'observa en silence. Vous avez mentionné qu'elle vous avait invité ici pour discuter d'une question de propriété ? Oui. Il y a une parcelle de terrain à côté du domaine Beckwith. Eugénia m'avait proposé de la vendre il y a des années, mais elle a changé d'avis. Récemment, elle semblait plus intéressée. J'ai supposé que c'était le but de ma visite. Et quelque chose a-t-il été convenu ? Farrow détourna le regard. On n'en a pas parlé. Elle n'était pas dans son élément hier soir. Ah, murmura Poirot. Et ça ne vous a pas inquiété ? Je pensais qu'elle était simplement fatiguée, distraite. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer aujourd'hui. Elle n'a pas précisé quoi. Un flacon de parfum, peut-être ? Demanda Poirot. Farrow parut surpris. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Poirot sourit faiblement. Je n'insinue rien, monsieur. Mais je trouve curieux que vous, qui étiez censé entretenir une relation étroite et professionnelle avec Lady Eugénia, n'ayez pas été informé de ses soupçons. Le ton de Farrow se durcit. C'était une femme réservée. Poirot hocha la tête. Tout à fait. Merci. En sortant, Hastings se pencha vers lui. Tu crois qu'il cache quelque chose ? Oh, certainement, dit Poirot. Mais si cela a un rapport avec un meurtre, cela reste à voir. Le lendemain matin, la pluie tomba, une bruine constante et lugubre qui transformait les allées du jardin en boue et frappait aux fenêtres comme un visiteur impatient. Poirot invita la famille à se réunir dans la salle à manger pour une série d'interviews.
Le révérend Henry Vail arriva le premier, l'air à la fois gêné et serein. Son visage anguleux resta indéchiffrable tandis que Poirot désignait une chaise. « Vous connaissiez bien Lady Eugénia, monsieur ? » »« Nous nous connaissions depuis de nombreuses années, » a déclaré le révérend, « même si je ne dirais pas que nous étions proches. Elle n'aimait pas les sermons sur le pardon. »« Ah !» dit Poirot. « Trop sentimental, peut-être. Elle a trouvé du réconfort dans l'ordre, pas dans la grâce. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Vous êtes très franc, monsieur. J'admire votre franchise. Maintenant, dites-moi, où étiez-vous hier matin ? » « Je suis arrivé à 9h30. J'avais rendez-vous avec elle pour discuter de la fête paroissiale. J'ai été informé de son décès dès mon arrivée dans le vestibule. Est-ce qu'elle s'est confiée à toi ? A-t-elle déjà sollicité un conseil spirituel ? Rarement, mais j'avais observé un malaise chez elle ces derniers temps, une sorte de suspicion même. Son regard scrutait les recoins de la pièce plus que les gens. A-t-elle parlé d'un flacon de parfum ? Le révérend parut surpris. Du parfum ? Non. Poirot le remercia et le congédia gentiment. Lorsqu'il fut parti, Poirot se tourna vers Célia, qui attendait en silence près de la cheminée. « Vous avez dit quelque chose hier, mademoiselle. Que Lady Eugénia n'était pas elle-même après le dîner. »« Oui, » dit Célia. Elle semblait perturbée. Après le récital d'Yvette, elle était silencieuse, comme si elle broyait du noir. Elle a laissé tomber sa serviette à un moment donné et ne s'en est pas rendu compte. Ce n'était pas son genre. Est-ce qu'elle a parlé à quelqu'un en privé ? Elle a discuté avec Norris pendant quelques minutes dans le couloir, puis elle s'est retirée tôt. Norris, songea Poirot. Oui, il est temps qu'on ait de ses nouvelles. Dans l'office du majordome, Norris se tenait comme on le ferait devant un juge, le dos droit, le menton haut, l'air neutre. Seul un observateur attentif remarquerait le moindre tremblement dans ses mains. « Elle t'a parlé après le dîner, » dit Poirot. « Qu'a-t-elle dit ? » ?»« Elle m'a demandé, » dit Norris au bout d'un moment, « si j'avais vu quelqu'un monter pendant que la famille dînait. J'ai dit non, mais elle semblait peu convaincue. A-t-elle dit pourquoi elle a posé cette question ? Non, monsieur. Est-ce qu'elle avait l'air effrayée ? Il hésita. Je ne sais pas si c'était de la peur ou de la détermination. Elle m'a dit de bien verrouiller sa porte de l'intérieur. Elle m'a congédié sans son thé habituel. Poirot hocha lentement la tête. Vous l'avez servie pendant de nombreuses années ? 24, monsieur. A-t-elle déjà parlé de modifier son testament ? Cela fit réfléchir Norris. Pas pour moi. Mais j'avais des raisons de croire qu'elle rédigeait une lettre pour son avocat. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Elle l'a postée ? Non. Mais l'enveloppe était sur son bureau hier matin, déchirée, vide. Et maintenant ? Parti, dit doucement Norris. Poirot se perdit dans ses pensées. Puis il dit « Dites-moi, Norris, qui, à part vous, avait accès au bureau ? » La famille, bien sûr. M. Faro, Mademoiselle Célia, Mademoiselle Durand. Poirot haussa les sourcils. « Ah, alors peut-être que quelqu'un craignait ce que Lady Eugénia voulait changer. » Tard ce soir-là, Poirot et Hastings étaient assis près du feu de la bibliothèque. Poirot était inhabituellement silencieux, les doigts croisés sous son menton. « Tu tournes autour de quelqu'un, » dit Hastings. « Mais je ne vois pas qui. » Les yeux de Poirot restèrent fixés sur les flammes. « Ils mentent tous, Hastings. Yvette cache quelque chose. Faro protège sa fierté. Même Norris a des secrets cachés sous ses menottes. Mais le meurtre, le vrai meurtre calculé, ne naît pas de la vanité. Il naît du désespoir ou d'un avantage froid. Il s'est levé. Et demain nous verrons qui portera sa culpabilité avec le plus de soin. » Chapitre 6. Un mouchoir sans parfum. La pluie continuait le lendemain matin, tambourinant sans relâche sur le toit de la serre et rendant les couloirs de Dowermead Hall plus proches, comme si les murs eux-mêmes l'écoutaient. Hercule Poirot se tenait au pied du grand escalier, inspectant une fougère en pot comme si elle allait murmurer une confession. Le capitaine Hastings le rejoignit un instant plus tard, enfilant ses gants. « On part, alors ?»« Oui, » dit Poirot, « au village. Mais pas seulement pour prendre l'air.
Que cherchons-nous? La vérité, mon ami, et peut-être la mémoire du chimiste. Ils prirent la Daimler fournie par la maison. Norris avait veillé à ce qu'elle soit nettoyée et préparée. Hastings conduisit avec la prudence contenue d'un homme parfaitement conscient de la présence de son célèbre passager. Leur destination était la petite rue principale de Upper Wexcombe, un tronçon pittoresque bordé de boutiques en briques grises, de maisons modestes et d'une boîte aux lettres rouge solitaire qui semblait perpétuellement solitaire. Au coin se trouvait le chimiste de Hollingford, un petit établissement bien rangé avec une légère odeur d'eucalyptus et de talc. À l'intérieur, un homme mince et âgé se tenait derrière le comptoir, les observant à travers d'épaisses lunettes. « Bonjour, » dit Poirot avec un gracieux hochement de tête. « Puis-je vous déranger un instant ?» L'homme ajusta ses lunettes. « Bien sûr, monsieur. Êtes-vous le détective français ?»« Belge, » corrigea Poirot avec un sourire. « Hercule Poirot. Et voici le capitaine Hastings. Nous participons à l'enquête concernant Lady Eugenia Montagu de Dowermead Hall. » « Ah oui, c'est terrible. » Poirot se pencha légèrement. « Nous espérons confirmer si un article particulier a été acheté ici, peut-être récemment. Un parfum. Très fort, doux, peut-être fabriqué à la main. » Le chimiste cligna des yeux. « J'ai des huiles sur mesure, surtout des huiles florales. On fait un mélange d'eau de rose pour mademoiselle Trench. Elle l'aime avec une base extra-violette, un parfum puissant. Une telle odeur pourrait-elle cacher quelque chose d'amer? Quelque chose de toxique? » Le chimiste parut alarmé. « Eh bien, je n'en sais rien. Nous ne vendons pas de poison, monsieur. Aucune trace de quelque chose de plus fort que le camphre, peut-être? » L'homme hésita. « J'ai reçu une jeune femme la semaine dernière, avec un accent français très théâtral, qui m'a demandé de l'huile d'amande amère. » Les sourcils d'Hastings se haussèrent. « Tu le lui as vendu ?» demanda doucement Poirot. « Non, monsieur. Je lui ai dit que je ne pouvais rien lui fournir sans un certificat médical en bonne et due forme. Elle a été déçue. Elle a dit que c'était pour de l'art. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « C'est toujours une explication pratique. Tu ne penses pas qu'elle... » « Je pense, » dit Poirot, « que nous sommes maintenant un peu plus près. » De retour à Dowermead Hall, l'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Yvette n'était pas venue prendre le petit déjeuner. Jérémie Farrow arpentait le jardin en marmonnant. Célia restait principalement à la bibliothèque, ses mouvements étant calmes et posés. Même Norris s'était mis à polir l'argenterie avec une ferveur inhabituelle. Poirot demanda voir les vêtements de Lady Eugenia datant de la nuit de sa mort. Ils avaient été soigneusement mis de côté. Sa robe de soirée, ses pantoufles et un mouchoir en dentelle trouvé près du feu. C'était le mouchoir que Poirot examina avec le plus grand soin. « C'est étrange, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings. Il le tendit à Hastings. « Sens. » Hastings obtempéra. « Rien. Sans parfum. » Exactement. Dame Eugenia parfumait toujours son linge. À la lavande, plus précisément. Et pourtant, rien. Pas même du savon. Elle en a peut-être utilisé un autre. Poirot secoua la tête. Non. Elle ne changerait pas ses habitudes du jour au lendemain. Ce n'était pas son genre. Hastings fronça les sourcils. Alors, à qui? Telle est la question, dit Poirot. Ce mouchoir a été placé. Ou laissé tomber. Quoi qu'il en soit, il était censé passer inaperçu. Mais c'est une erreur. Et j'ai l'intention de découvrir qui l'a fabriqué. Plus tard dans la journée, Poirot réunit à nouveau la maisonnée dans le salon sous prétexte de clarifier les choses. L'ambiance était à la réserve. « J'ai quelques petites questions, » dit-il. « Chacune ne prendra qu'un instant. » Il se tourna d'abord vers Célia. « Est-ce que tu empruntes parfois des choses à la coiffeuse de ta tante ?»« Jamais, » répondit Célia. Elle était possessive avec ses affaires. Chaque chose avait sa place dans sa chambre. « Merci. Et vous, monsieur Farrow, êtes-vous jamais entré dans la chambre de Lady Eugenia sans y être invité ? » Non. Cela aurait été inapproprié. Inconvenant, oui, mais peut-être nécessaire si l'on souhaite obtenir quelque chose qu'elle ne donnerait pas volontiers.
Faro se raidit. « Tu m'accuses ?»« Pas du tout. Je ne fais qu'observer, tout comme le nez, monsieur Faro. » Il fit un geste vers l'air. Une odeur peut persister plus longtemps qu'un souvenir. Il se tourna enfin vers Yvette. « Mademoiselle Durand, vous m'aviez dit que le flacon de parfum était un cadeau ? » ?»« Oui, d'un Parisien. Je l'ai laissé dans le petit salon. Je n'y ai plus pensé. »« Et tu ne l'as jamais récupéré ? » ?»« Je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant il semblait être en possession de Lady Eugénia. Je ne l'ai pas mis là. »« Alors qui l'a fait ? » demanda Poirot calmement. « Parce que quelqu'un, mademoiselle, a tenté d'empoisonner quelqu'un d'autre. Mais Lady Eugénia a trouvé la bouteille la première. Elle l'a testée. Elle s'en est doutée. Et, par malheur ou intentionnellement, elle en est devenue la victime. » Le visage d'Yvette pâlit. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle. « Je le jure. » Poirot hocha légèrement la tête. « Alors aidez-moi à trouver qui l'a fait. » Il tira de sa poche le mouchoir en dentelle. « Ceci, dit-il, a été trouvé près du fauteuil de Lady Eugénia. Il n'a pas d'odeur, pas de poudre, pas de lavande. C'est étranger à cette maison, mais quelqu'un ici le sait. » Il se tourna lentement. « L'un d'entre vous a sous-estimé le pouvoir du détail. Mais moi, Hercule Poirot, je ne le fais pas. » Tandis que les invités étaient renvoyés un par un, Poirot s'attardait près du feu, les bras croisés. « Elle n'était pas la victime visée, » répéta-t-il à Hastings. « Non, non. Dame Eugénia a intercepté quelque chose, peut-être une tasse, une lettre, un geste, qui était destiné à quelqu'un d'autre. » Hastings hocha lentement la tête. Mais alors, qui était la victime visée ? Les yeux de Poirot brillèrent. Qui en effet ? Voilà, mon ami, ce que nous allons maintenant découvrir. Chapitre 7. Les secrets derrière le sourire. La pluie avait enfin cessé au matin, mais le parc de Dowermead Hall restait détrempé et lourd sous les pieds. La brume s'enroulait le long des haies, et l'air était chargé d'une odeur humide de feuilles pourries et de vieilles pierres. À l'intérieur de la maison, un silence s'était installé. Pas le silence ordinaire des routines matinales, mais celui qui suit un décès, mesuré, vigilant et interrompu seulement par le tintement occasionnel d'une tasse de thé ou une toux derrière une porte, fermée. Poirot se tenait dans la salle de musique, les yeux rivés sur une photographie encadrée au-dessus du piano à queue. Elle représentait Lady Eugénia, beaucoup plus jeune, élégante dans une robe à col montant, assise entre deux hommes. L'un arborait les traits caractéristiques de son défunt mari, Sir Lionel Montagu. L'autre était un homme aux cheveux noirs et aux yeux rieurs. Célia entra derrière lui, curieuse. « C'était Tristan Durand, » dit-elle doucement. « L'oncle d'Yvette. » C'était le cousin de ma tante. Ils étaient très proches, autrefois. « Ah !» murmura Poirot. « Cela explique une certaine loyauté, et peut-être une certaine culpabilité. » Elle lui lança un regard interrogateur. « Tu penses qu'Yvette a menti ?»« Je pense, » dit prudemment Poirot, « que mademoiselle Durand ne dit la vérité que lorsque cela sert sa cause. » Célia fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Voilà, mademoiselle Grantham, ce que j'ai l'intention de découvrir. » Poirot demande ensuite à parler à Yvette dans la véranda, un lieu qui, malgré ses premières évocations, semblait apaiser la jeune femme. Le parfum floral flottait encore dans l'air, mais avec les fenêtres ouvertes, il était atténué, moins oppressant. Yvette était assise sur un banc rembourré, vêtue pour une fois d'une simple robe crème, sa théâtralité habituelle atténuée. « Tu es plus calme aujourd'hui, » observa Poirot en s'asseyant à côté d'elle. « J'en ai assez d'être dévisagée comme une vipère, » dit-elle. « Ils pensent tous que c'est moi. » Mais ce n'était pas le cas. « Non ?» Poirot sourit faiblement. « Alors aide-moi à te comprendre. Pourquoi es-tu vraiment venu à Dowermead ?» Elle le regarda surprise. « Je te l'ai dit, j'étais invitée. Lady Eugénia m'a dit que je devais voir l'Angleterre, qu'elle me paierait mon séjour ici. » Généreux. Elle a dit qu'elle le devait à ma famille. « À cause de ton oncle ?» Elle hocha la tête. « Tristan l'a aidé une fois.
Après la mort de Sir Lionel, elle a failli perdre une partie de ses biens. Mon oncle a organisé sa défense juridique. Elle n'a jamais oublié. Poirot croisa les doigts. « Et tu as apporté ce parfum dans l'espoir de la charmer, de gagner ses faveurs, de sécuriser ton propre héritage ?» Le visage d'Yvette rougit de colère. « Non, je ne savais même pas qu'elle avait un testament. »« Mais vous saviez, » dit doucement Poirot, « qu'elle était riche, et seule, et généreuse. » Yvette se leva. « Vous m'accusez encore, monsieur Poirot ?»« Non, mademoiselle, » dit-il doucement. « Je vous observe. Et je vous ai vu répéter 3 rôles différents depuis mon arrivée. La nièce endeuillée, l'innocente romantique et la victime blessée. Mais je me demande, laquelle est la vraie Yvette ?» Ses yeux brûlaient de frustration. « Tu ne me connais pas. »« Non, » dit-il doucement, « mais je le ferai. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot retourna à la bibliothèque où Hastings l'attendait, feuilletant distraitement un atlas. « Elle craque, » dit Hastings. « Tu l'as secouée. »« Je ne l'ai pas secouée, » corrigea Poirot. « Je l'ai mesurée. Et elle n'est pas aussi fragile qu'elle en a l'air. » Il se dirigea vers la fenêtre et regarda vers l'allée de gravier. « Dites-moi, Hastings, » dit-il, « vous souvenez-vous du mot que Lady Eugénia a laissé dans son tiroir ?»« Oui. »« Si je meurs ?» demanda Poirot. Plutôt direct. « En effet. Mais elle n'a laissé aucune autre explication. Pas de nom, pas d'accusation, juste un mot. Peut-être avait-elle l'intention de vous raconter le reste en personne. Ou peut-être, dit Poirot, craignait-elle que le mot lui-même ne soit découvert. Si elle désignait le coupable, il serait détruit. Mais un mot adressé uniquement à moi pourrait survivre. » Hastings fronça les sourcils. Alors elle protégeait le message point à part. Le rendre incomplet ? Exactement. Il faut donc s'intéresser à ce qu'elle a fait, et non à ce qu'elle a dit. Il se tourna vers Hastings. Elle a convoqué Faro. Elle a invité Yvette. Elle a autorisé Célia à rester. Elle a même prévu une rencontre avec le révérend Val. Pourquoi les réunir tous ensemble ? Hastings réfléchit. Un dernier règlement de compte ? Poirot sourit. Une dernière représentation, peut-être. Mais qui était censé recevoir le rappel ? Ce soir-là, Poirot parla doucement à Norris dans le bureau. Le majordome, poli et réservé, se servit un peu de cognac sans qu'on le lui demande. « Vous êtes dans la famille depuis près d'un quart de siècle, » dit Poirot. « Vous devez bien connaître leur tempérament. »« Oui, monsieur. »« Alors dites-moi, est-ce que Lady Eugénia confiançait sa famille ?» Norris marqua une pause. Elle respectait mademoiselle Célia. Elle supportait monsieur Faro. Et elle tolérait mademoiselle Durand. Pas aimée ? Norris secoua la tête. Lady Eugénia n'était pas une femme aimante, monsieur Poirot. Elle était loyale, pas affectueuse. Poirot hocha la tête. Alors, qui selon vous a trahi sa confiance ? Norris ne répondit pas immédiatement. Il sirota son cognac, puis dit doucement. Il y a environ un mois, quelqu'un est venu sans y être invité. Ils se sont disputés, bruyamment. On ne m'a pas dit qui c'était. Mais après ça, Lady Eugénia fermait sa porte à clé tous les soirs, et elle s'est mise à écrire des lettres. Poirot se pencha en avant. « Avez-vous vu cet appelant ?»« Non. Il ne reste que leur manteau dans le vestibule, en laine grise, avec une doublure en soie rouge. » Poirot cligna des yeux une fois. « Tu es sûr pour la doublure ?»« Je me souviens de choses étranges, monsieur. » Poirot se leva, profondément pensif. « Moi aussi, Norris. Moi aussi. » Cette nuit-là, bien après que les lampes eurent été éteintes et que le silence se fut installé dans les couloirs, Poirot étendit une feuille de papier et commença à dessiner une série de cases. Chacune portait un nom. Célia, Faro Yvette, le révérend Val, Norris. Et en dessous, une question écrite en lettres majuscules. À qui était destiné le poison ? En dessous, une deuxième question. Et à qui profite le plus la mort de Lady Eugénia ? Poirot tapota son stylo 3 fois contre le bureau. Puis, très doucement,
Il murmura « Je pense qu'enfin, nous nous rapprochons. » Chapitre 8. La fracture sous le calme. Le soleil matinal filtrait timidement par les fenêtres est de Dowermead Hall, projetant des traînées pâles sur les tapis persans et illuminant le chagrin persistant qui s'installait, invisible, sur chaque assiette du petit déjeuner, chaque serviette pliée. La maisonnée s'était éclaircie, les voisins gardèrent respectueusement leur distance, et le vicaire avait reporté sa visite hebdomadaire. Mais la tension n'avait pas diminué. Au contraire, elle s'était intensifiée. Le capitaine Hastings le remarqua pour la première fois au petit déjeuner. Le silence se prolongea. Les regards se firent plus perçants. Célia remuait son thé sans le siroter. Yvette jouait avec un croissant qu'elle ne mangeait pas. Jérémie Farrow ne fit aucune apparition. Seul Poirot mangeait avec un appétit intact, savourant son œuf à la coque et son pain grillé avec un calme exaspérant. « Monsieur Poirot, » dit soudain Célia en posant sa tasse, « savez-vous quelque chose que vous ne nous dites pas ?» Poirot ne leva pas les yeux. « Je sais beaucoup de choses, mademoiselle Grantham. Certaines sont vraies, d'autres fausses, d'autres encore à moitié nées. Mais la vérité tout entière est encore en formation. » Célia fronça les sourcils. « Mais on n'est sûrement pas plus près de trouver le véritable mobile. Si ce n'était pas Yvette, et que ce n'était pas un hasard, alors pourquoi empoisonner un parfum ?»« Ah !» dit Poirot en s'essuyant les lèvres avec une serviette. « Ce n'est pas la bonne question. »« Quoi est la bonne ? Pourquoi quelqu'un laisserait-il le poison là où Lady Eugenia pourrait le trouver ?» Célia cligna des yeux. « Tu crois qu'elle n'était pas censée l'utiliser ? Peut-être. Ou peut-être était-elle censée le trouver, mais pas en mourir. » Yvette, qui était restée inhabituellement silencieuse, se leva brusquement. « Je ne supporte pas ça !» s'écria-t-elle, son accent s'accentuant sous l'effet de la détresse. « Chaque jour, tu me regardes comme une vipère. Je ne suis pas une tueuse. » Poirot la regarda calmement. « Personne n'a dit ça, mademoiselle. Mais toi penses, je le vois dans tes yeux. J'ai apporté le parfum, oui, mais je ne l'ai pas empoisonné. Je ne savais même pas ce que c'était. Était. » Hastings se pencha en avant. « Alors, qui ? Est-ce qui a fait ça, à ton avis ?» Yvette hésita. Ses mains tremblaient. « Je ne sais pas. » Poirot haussa un sourcil. « Vous hésitez, mademoiselle. Et l'hésitation est révélatrice. Soit vous le savez et vous avez peur de le dire, soit vous... suspect, mais vous ne pouvez pas vous résoudre à l'admettre. » Les lèvres d'Yvette tremblaient. « Il y avait quelqu'un. Quelqu'un m'a dit de faire attention, que cette maison était pleine de vieux fantômes. » OMS, elle déglutit. Célia. Tous les regards se tournèrent brusquement vers Miss Grantham. Célia, calme mais visiblement abasourdie, cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Elle l'a dit un soir, a insisté Yvette. On se promenait dans la roseraie. Elle a dit « Fais attention à ma tante, elle n'oublie jamais un affront, et elle punit toujours ceux qui la déçoivent. » Je me souviens de ces mots. Célia fronça les sourcils. « Je voulais dire que Dame Eugénia était fière. » Sévère. « Tu faisais du théâtre comme toujours, et je voulais te prévenir de ne pas la provoquer. » Poirot l'interrompit doucement. « Et Lady Eugénia a-t-elle jamais puni toi ?»« Mademoiselle Grantham ?» Célia se raidit. « Non. Elle était peut-être exigeante, mais elle m'aimait à sa manière. »« Je t'aimais ?» demanda doucement Poirot. « Et pourtant, tu n'avais rien à gagner de sa mort. » Le visage de Célia rougit. « Je me fiche de l'héritage. »« Exactement, » murmura Poirot. « Ce qui fait de vous une figure inhabituelle dans cette maison. » Yvette croisa les bras. « Si je ne suis pas le tueur et qu'elle ne l'est pas, alors qui l'est ? Le majordome ?» À ce moment-là, Norris entra dans la pièce avec sa dignité habituelle. « Monsieur Farrow a été retrouvé, » annonça-t-il, ignorant la tension ambiante. « Dans le verger. »« Trouvé » répéta Célia. « Il était inconscient. »
affalé contre le vieux pommier. Il avait une bouteille à côté de lui. Le jardinier l'a découvert il y a quelques minutes. Poirot se leva aussitôt. « Appelez le docteur Ellison immédiatement. J'irai le voir. » Le verger était encore humide de la pluie de la nuit dernière, et Jérémie Farrow gisait recroquevillé sous les branches étalées d'une vieille Bramley, son manteau trempé et maculé de boue. Une bouteille de Porto à moitié vide gisait à proximité, le bouchon défait. Poirot s'agenouilla prudemment. « Il respire, » dit-il, lentement, mais pas empoisonné. Le docteur Ellison est arrivé quelques minutes plus tard et l'a confirmé. Trop de Porto, pas assez de nourriture, et peut-être le poids de la culpabilité. Poirot fronça les sourcils. Ou le poids de la peur. « Pensez-vous qu'il a essayé de se suicider ?» demanda Hastings. Poirot se leva et épousseta ses manchettes. « Non. Il a essayé d'oublier quelque chose, et ce faisant, il m'a tout dit. » Ce soir-là, alors que Farrow se remettait sous les soins du médecin, Poirot s'assit à nouveau avec Hastings près du feu. « Il y a un schéma récurrent, » dit-il. « Un flacon de parfum volé, un testament disparu, un mouchoir sans parfum, un homme qui boit trop, trop tard, et une femme, Lady Eugenia, qui a tout vu venir. » Hastings soupira. « Et nous ne savons toujours pas qui était la véritable cible. »« Non, » dit doucement Poirot, « mais je crois savoir maintenant qui craignait d'être la cible. » Hastings se tourna vers lui. « Qui ?» Poirot eut un petit sourire. « Demain, dit-il, nous aurons nos réponses. » Il se leva et redressa ses menottes avec beaucoup de soin. « Et je poserai le piège final. » Chapitre 9. Le rassemblement des ombres. Il était un peu plus de 4 heures lorsqu'Hercule Poirot invita la maisonnée à se réunir dans le salon. Le feu était allumé, vacillant doucement dans la cheminée, et une odeur de cire d'abeille imprégnait les vieilles boiseries. Dehors, la pluie était revenue, tapant rythmiquement contre les hautes fenêtres comme des doigts impatients. L'atmosphère dans la salle était lourde. Yvette était assise, recroquevillée sur une chaise longue, les bras croisés, son éclat habituel terni par la fatigue. Célia se tenait près de la fenêtre, le visage pâle mais posé, le menton levé avec cette expression de défi que Poirot avait appris à reconnaître. Le révérend Vail rôdait près de la porte, les doigts crispés dans le dos comme s'il cherchait une chair. Jérémie Farrow, pâle et hagard, avait été descendu de sa chambre sous la surveillance du médecin, paraissant 10 ans plus vieux que 3 jours auparavant. Norris se tenait silencieusement près de la cheminée. Poirot, comme toujours, était posé et soigné. Ses chaussures brillaient. Sa cravate était parfaitement ajustée. Lorsqu'il commença à parler, son ton était doux, mais ses mots étaient tranchants comme du silex. « Mesdames et messieurs, » dit-il en joignant les mains devant lui, « nous sommes arrivés à la fin. » Il s'arrêta. « Vous connaissez tous une part de la vérité. Certains d'entre vous ont menti pour se protéger. D'autres ont menti pour protéger quelqu'un d'autre. Mais un seul d'entre vous a menti pour couvrir un meurtre. » Un éclair passa sur le visage de Farrow. Yvette tressaillit. Célia ne bougea pas. « Commençons par ce que nous savoir, » poursuivit Poirot. « Lady Eugenia Montagu est morte dans son fauteuil, dans sa chambre fermée à clé, entre 11 heures du soir et 7 heures du matin. À première vue, cela semblait naturel, mais un flacon de parfum, retrouvé plus tard dans la serre, n'était pas le sien. Il contenait non pas un parfum, mais la mort. » Il se retourna et marcha lentement sur le tapis. « Cette bouteille est passée entre plusieurs mains. Mademoiselle Durand l'a apportée dans cette maison, sans le savoir, affirme-t-elle. Elle l'a laissée dehors. Mais quelqu'un l'a prise. Quelqu'un a vu son potentiel. Quelqu'un l'a mise en possession de Lady Eugenia. » Il s'arrêta devant Célia. « Mademoiselle Grantham, dites-moi, où étiez-vous entre 22 heures et minuit la nuit où votre tante est morte ?» Célia ne sia pas. « Dans ma chambre, en train de lire. » « Quelqu'un peut-il confirmer »
Non, il est passé à autre chose. Monsieur Farrow, vous avez prétendu avoir passé toute la soirée à la bibliothèque, mais on vous a retrouvé le lendemain matin dans le verger, à peine conscient, avec une bouteille de Porto ouverte et une manche déchirée. Farrow déglutit. Je n'avais pas les idées claires. Elle était morte. Et je me suis dit que c'était peut-être ma faute. C'est ta faute ? Demanda doucement Poirot. Je me suis disputé avec elle ce soir-là. Elle a dit qu'elle modifiait son testament. J'ai cru qu'elle voulait me mettre à l'écart. Elle savait que j'avais besoin de ce terrain, mais elle a dit que je manquais de discipline. J'ai peut-être dit des choses que je regrette. Je me suis dit, peut-être que je l'avais poussée à le faire. Mais elle n'a pas été poussée à la mort, dit Poirot calmement. On lui a donné la mort. Discrètement, délibérément. Il se tourna maintenant vers Yvette. Vous, mademoiselle, avez prétendu avoir perdu le flacon de parfum. Vous avez dit qu'il avait disparu, que vous l'aviez oublié. Je l'ai fait. La voix de Poirot se durcit. Mais tu l'as fait pas. Oublie. Tu l'as vu. Sur la coiffeuse de Lady Eugénia. Tu l'as reconnu. Et tu n'as rien dit. La bouche d'Yvette s'ouvrit et se ferma. Vous craignez ce que cela pourrait signifier, poursuivit Poirot, parce que vous saviez que cette bouteille était dangereuse. Vous saviez que l'odeur était suspecte. Mais si elle était morte, alors peut-être que les soupçons ne vous atteindraient jamais. La voix d'Yvette n'était qu'un murmure. Je ne l'ai pas empoisonnée. Je le jure. Non, tu ne l'as pas fait, mais tu as menti. Et ainsi vous avez réduit le chemin pour que le tueur puisse s'échapper. Il a reculé. Il y avait une lettre, dit-il, écrite à son avocat. Elle a disparu. Il y avait un testament, lui aussi disparu. Et pourtant, il y a un témoin. Il se tourna vers Norris. Le majordome se redressa légèrement. Dame Eugénie vous a donné quelque chose, n'est-ce pas? Quelques jours avant sa mort. Norris hésita. Une enveloppe scellée. Elle m'a dit de la mettre à la poste, seulement si elle était encore en vie jeudi matin. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Tu l'as? Norris fouilla dans sa veste et en sortit une petite enveloppe. Poirot la prit, l'ouvrit avec précaution et en sortit un second testament. Il l'a déplié. Ceci, dit Poirot, est un testament révisé. Lady Eugénia a modifié ses legs. Il y eut un frémissement dans la pièce. Dans cette version, elle a laissé Dowermead Hall à Miss Celia. Grande âme. Tout le monde se tourna pour regarder. Les yeux d'Yvette s'écarquillèrent. Mais elle m'a dit, elle, dit-on, se souviendrait de moi. Elle a fait, je me souviens de toi, dit doucement Poirot. Elle t'a laissé un héritage. De quoi étudier la musique. Mais la maison a toujours été destinée à Celia. Farrow avait l'air stupéfait. Alors qui voudrait arrêter ça? Demanda Hastings à voix haute. Poirot se tourna très lentement vers le révérend Vell. Le vicaire se raidit. Vous êtes venu le matin de sa mort, dit Poirot, mais vous étiez là la veille. Vous êtes entré dans la maison sans être vu. Un manteau a été trouvé dans le vestibule, en laine grise, doublé rouge. Le majordome s'en souvenait. C'était le vôtre. Le révérend Vall fit un pas en arrière. C'est absurde. Vraiment? Le ton de Poirot se durcit. Vous êtes venu la convaincre. Elle avait promis une importante donation à votre église. Vous craignez qu'elle change d'avis, qu'elle laisse l'argent ailleurs. Elle vous a dit qu'elle avait réécrit le testament. Vous avez paniqué. Ce n'est pas vrai. Tu as vu le parfum. Tu as deviné sa nature. Tu ne l'as pas versé. Mais tu mis, sachant qu'elle pourrait l'utiliser, ou du moins s'en doutant. Tu as joué. Les lèvres du vicaire tremblèrent. Elle allait me bannir complètement. Alors tu l'as réduite au silence. Pas directement, mais par lâcheté, par suggestion, par un péché enveloppé de soi. Le révérend Veil s'effondra sur la chaise la plus proche, le visage gris. Je ne voulais pas... Elle n'était même pas censée mourir, murmura-t-il. Seulement pour changer d'avis à nouveau. Je pensais qu'elle pourrait le sentir et le jeter. Mais elle l'a ouvert.
Elle utilisait ça. Juste une fois. Poirot fit un petit signe de tête triste. Une seule goutte, monsieur. C'est souvent suffisant. La police est arrivée dans l'heure. Le révérend Vell fut emmené discrètement. Yvette pleurait dans le couloir. Jérémie Farraut fixait le feu d'un regard vide. Et Célia, pour la première fois depuis des jours, paraissait tout simplement fatiguée. Poirot était assis à côté d'elle dans la bibliothèque, lissant l'enveloppe que Lady Eugenia avait écrite. « Elle vous a protégée, mademoiselle, même dans la mort. » « Elle aurait détesté tout ça, » murmura Célia. « Le drame, la suspicion. Elle l'avait prévu, » dit doucement Poirot, « et c'est ainsi qu'elle m'a appelé. » Il se leva et essuya une poussière de sa manche. « Et moi, Hercule Poirot, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. » Chapitre 10. La révélation. Le salon de Dower Mead Hall était chaleureux, mais l'atmosphère était cassante comme du verre. Un feu crépitait dans la cheminée, le tic-tac de l'horloge de parquet emplissait le silence, et une pluie fine lissait les fenêtres en vagues rythmées. Les invités s'étaient réunis à nouveau à la demande d'Hercule Poirot, même si personne n'osait appeler cela une demande. Cela donnait l'impression d'un commandement. Célia Grantham se tenait près du piano, calme et pâle. Yvette Durand, les yeux rouges, s'essuyait nerveusement les joues avec un mouchoir de soie au léger parfum écœurant de violette. Jérémie Farraut s'était assis, le menton dans la main, les yeux baissés. Norris lui-même se tenait dans un coin, les bras croisés dans le dos, la seule trace d'émotion étant la crispation de sa mâchoire. Poirot se tenait devant l'âtre, impeccable et contenu, les doigts croisés, l'expression indéchiffrable. Hastings, toujours loyal, se tenait à ses côtés, un carnet qu'il n'avait pas ouvert une seule fois. « Mes amis, » commença Poirot, « vous avez été patients, et vous avez menti. Certains par protection, d'autres par peur, un autre par culpabilité. » Un battement passa. « Et maintenant, enfin je vous donne la vérité. » Il s'avança lentement. Lady Eugenia Montagu a été assassinée. Il n'y a plus aucun doute. La cause était un poison, une amande amère, habilement masquée par un parfum. Le moyen était subtil, l'occasion partagée. Mais le mobile, c'est là que la clarté apparaît. Il se tourna vers Yvette. Mademoiselle Durand a apporté le parfum dans cette maison. Un cadeau, prétendait-elle, d'un admirateur français. Mais ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que la bouteille avait été altérée. Entre Paris et Dower Mead, quelqu'un a remplacé son contenu par quelque chose de bien plus mortel. Yvette avait l'air terrifiée. Je n'y ai plus jamais touché depuis mon arrivée. Je le jure. Je te crois, dit doucement Poirot, parce que je crois que la bouteille t'a été volée le soir même de ton arrivée. Il se tourna maintenant vers Jérémie Farraut. Monsieur Farraut, vous m'avez dit que vous étiez à la bibliothèque ce soir-là, que vous n'aviez jamais vu Lady Eugenia, mais je crains que ce ne soit un mensonge. Vous a fait la voir, toi a fait argumenter, et vous a fait apprendre qu'elle modifiait son testament pour ne rien te laisser. Farraut déglutit mais ne dit rien. Vous saviez qu'elle ne changerait pas d'avis, poursuivit Poirot. Elle avait été claire. Votre conduite, vos dettes, votre mauvaise gestion des terres. Elle avait perdu toute confiance. Alors, quand vous avez vu le flacon de parfum abandonné dans le petit salon, vous l'avez saisi. Vous avez vu une opportunité. La voix de Célia l'interrompit brusquement. Mais ce n'était pas la victime visée, n'est-ce pas? Poirot se tourna vers elle, les yeux plissés. Non, elle ne l'était pas. Un halètement collectif. Lady Eugenia n'était pas destinée à mourir. Touettez, mademoiselle Grantham. Célia resta immobile. La voix de Poirot était douce, mais ferme. Examinons les faits. Lady Eugenia a découvert le flacon. Elle a affronté son odeur anormale. Elle a dit à sa femme de chambre qu'elle soupçonnait une manipulation. Et elle a déplacé le flacon dans sa chambre, peut-être pour protéger quelqu'un, peut-être pour tester une théorie. Mais ce fut l'erreur fatale. Elle a essayé. Une seule goutte suffit.
Yvette se leva lentement. « Elle le prit pour moi ?» Poirot hocha la tête. Elle craignait que la bouteille ait été cachée pour vous, ou pour sa nièce. Mais elle n'en était pas certaine. Elle a donc choisi de la garder près d'elle. C'est pourquoi elle a verrouillé sa porte. Il se tourna vers Jérémie Farrow. « Vous, monsieur, avez placé cette bouteille dans l'intention de la rendre à Célia. Vous l'avez laissée là où elle allait être trouvée. Vous vous attendiez à ce qu'elle soit offerte, empruntée ou rendue innocemment. Vous comptiez sur les habitudes familiales. Mais Dame Eugénia avait changé ses habitudes, parce qu'elle soupçonnait quelqu'un dans cette maison. » Farrow se leva brusquement, la rage et le désespoir illuminant ses yeux. « Vous n'avez aucune preuve. »« J'ai un mobile, » dit Poirot d'un ton froid. « Tu étais désespéré. Tu avais des dettes. Tu avais besoin de ce terrain. Et tu savais qu'elle te coupait tout. » Poirot leva la main. « Et j'ai plus qu'un mobile. J'ai le témoignage de Norris. Il vous a vu la nuit du meurtre. Vous lui avez dit que vous alliez vous promener. Mais vous n'avez jamais quitté la maison. Vous êtes monté à l'étage. » Farrow recula. « C'est de la folie. »« Vraiment ? Alors comment ton manteau s'est-il retrouvé trempé si tu n'étais jamais sorti ce soir-là » Il se tourna vers Norris. « Le manteau ?» Norris s'avança et le posa sur une chaise. Un manteau de laine grise, taché, avec de la boue incrustée sur l'ourlet. Poirot s'en approcha prudemment. « Doublure en soie rouge, » dit-il. « Le manteau dont le révérend Vail était accusé. »« Mais ce manteau n'est pas le sien. Il est le vôtre, monsieur Farrow. » Farrow parut acculé. « Ça ne prouve rien. »« Et pourtant, » dit doucement Poirot, « tu t'es enfui au verger après le meurtre. Tu as bu. Tu t'es déchiré la manche. Tu as essayé d'oublier. » Farrow regarda la pièce d'un air égaré. « Elle allait me ruiner. »« Et donc tu as essayé de ruiner quelqu'un d'autre, » dit doucement Poirot. « Mais ton plan a échoué. » Les genoux de Jérémie Farrow cédèrent. Il s'effondra sur sa chaise. « Je ne voulais pas qu'elle ait, murmura-t-il. « Je voulais juste lui faire peur. Ou à Célia. Je pensais que si elle tombait malade, changeait d'avis, elle comprendrait sa vulnérabilité, qu'elle avait besoin de sa famille. » Poirot resta silencieux un instant. « Monsieur, » dit-il enfin, « vous avez joué avec du poison. Vous avez misé avec des vies. Et ce faisant, vous avez commis un meurtre. » Farrow baissa la tête. Dehors, on entendit le bruit d'une voiture. La police, arrivant une fois de plus à la demande discrète de Poirot. Farrow ne résista pas lorsqu'on l'emmena. Plus tard, dans la bibliothèque, Poirot et Hastings étaient assis en silence. Célia était la cible, a déclaré Hastings, mais sa tante lui a sauvé la vie, sans le vouloir. Poirot hocha la tête. Une femme d'ordre, certes, mais aussi d'une loyauté farouche. Elle a pressenti le danger, elle a agi, et finalement, elle a donné sa vie pour protéger la seule personne qui n'avait jamais rien demandé. Hastings regardait la pluie. Et le flacon de parfum ? Poirot fouilla dans sa poche et en sortit une petite fiole bouchée. « Désormais vide, » dit-il, « mais son odeur hantera cette maison pendant longtemps. » Chapitre 11. Le reflet. Une semaine plus tard, Célia Grantham trouva Hercule Poirot dans la roseraie, assis sur un banc en fer forgé sous les bras tendus de la vieille tonnelle. Les roses commençaient à peine à se remettre de la pluie, leurs pétales humides, leurs parfums doux et purs. Un jardinier travaillait silencieusement au loin. Derrière eux, la maison se dressait haute, silencieuse et, pour la première fois depuis des jours, paisible. Poirot portait un pardessus gris tourterelle et un chapeau clair qui lui couvrait les yeux. Il tenait un fin carnet de cuir qu'il referma délicatement à l'approche de Célia. « Tu pars, » dit-elle, même si ce n'était pas une question. Poirot inclina la tête. « Mon travail ici, mademoiselle, est terminé. » Elle s'assit à côté de lui. « Et que reste-t-il ?»« Le chagrin, » dit doucement Poirot, « et la guérison. Ils ne marchent pas au même rythme, mais ils suivent toujours. »
Célia resta silencieuse un instant. Je n'arrête pas de penser à quel point j'ai frôlé la mort, et comment elle, ma tante, est morte à sa place. Elle est morte, dit doucement Poirot, parce qu'elle a pressenti le danger et ne l'a pas ignoré, parce qu'elle n'était pas aussi froide qu'elle en avait l'air. La voix de Célia se brisa. Je ne l'ai jamais remerciée. Pas comme il se doit. Elle était dure, certes, mais elle m'a élevé, et à sa manière, elle se souciait de moi. Poirot pose une main sur la sienne. On ne comprend souvent l'amour que lorsqu'il est trop tard, mais certaines dettes se paient en silence. Et ta survie, peut-être, est son ultime cadeau. Célia hocha lentement la tête, essuyant une larme sur sa joue. Faro sera-t-il pendu ? Demanda-t-elle doucement. Poirot regarda la pelouse mouillée. C'est au tribunal d'en décider. Mais il n'échappera pas à la justice. Que ce soit par la corde ou la solitude, il portera le poids de ses actes. Et Yvette ? Poirot s'autorisa un léger sourire. Elle retournera en France, je crois. Là-bas, elle pourra devenir ce qu'elle veut, chanteuse, actrice ou simplement nièce oubliée. Son drame était sincère, quoique mal placé. Mais elle n'était pas cruelle, juste stupide. Et le révérend Val ? Il se rétablira, dit Poirot. Et n'oubliez pas que la foi doit commencer par l'honnêteté. Une pause s'écoula entre eux. Tu vois tout, dit enfin Célia, même ce qu'on essaie de taire. Ah non, mademoiselle, corrigea-t-il avec un clin d'œil. J'écoute simplement très attentivement quand les gens croisent par les bas. Ils sourirent tous les deux à cela. De l'allée parvint le son de la voix d'Hastings, appelant doucement que la voiture était prête. Poirot se leva, ajusta ses menottes et regarda vers la maison une dernière fois. « Ce sont toujours les détails, » murmura-t-il, « ce qu'on oublie. Une odeur disparue, une déchirure dans le tissu, une hésitation. C'est ainsi que la vérité parle. » Il se tourna vers elle. « Portez-vous bien, mademoiselle Grantham, et n'oubliez pas, la vie, comme le parfum, est souvent plus forte à petite dose, mais elle persiste toujours. » Sur ce, il s'inclina légèrement, se retourna et remonta l'allée du jardin en direction de Hastings et de la voiture qui l'attendait, sa silhouette droite, impeccable et indubitablement celle d'Hercule Poirot. Et derrière lui, dans le jardin qui avait vu le meurtre, la loyauté et l'amour, les roses fleurissaient à nouveau. Chapitre 12. La note finale. C'est 3 semaines après les événements de Dowermead Hall que Célia Grantham a ouvert la dernière correspondance laissée par sa défunte tante. L'enveloppe avait été mal classée chez le notaire, oubliée au milieu du testament révisé et des documents officiels. Mais cette lettre ne portait aucun sceau officiel, seulement son nom écrit de l'écriture fine et décidé de sa tante. Elle était assise seule dans la bibliothèque, le coupe-papier tremblant légèrement dans sa main. Elle a lu « Ma très chère Célia, si vous lisez ceci, c'est que je suis partie. J'ai toujours cru en la préparation, tant financière que sentimentale. Je vous laisse donc non seulement une maison et un titre, mais aussi un fardeau. La vérité, je soupçonnais que quelqu'un pourrait te faire du mal. Je ne savais pas qui. Mais quelque chose avait changé dans cette maison ces derniers mois. L'air avait changé. Les regards s'attardaient trop longtemps. Les mots étaient devenus plus doux qu'ils n'auraient dû l'être. Tu es plus capable que tu ne le crois. Tu es plus perspicace que je ne me suis permis de le dire. Ne gâche pas ta vie à me pleurer. Construis quelque chose. Fais de cette maison un lieu de musique, de rires et de choix audacieux. Et si par miracle vous êtes encore en vie lorsque vous recevrez ce message, alors remerciez M. Poirot de ma part. Je soupçonne qu'il en a déjà vu plus que moi. Votre tante affectueuse, et parfois impossible, Eugénie. Célia plia lentement la lettre et la serra contre sa poitrine. De l'autre côté de la fenêtre, la fin de l'été commençait à laisser place à l'automne. La roseraie brillait de couleurs. Un nouveau jardinier était arrivé ce matin-là, un jeune homme discret nommé Daniel, originaire de Bath.
Il taillait déjà les buissons épineux d'une main douce. Célia sourit faiblement. La vie, semblait-il, avait une étrange façon de ressurgir après le deuil. À Londres, le capitaine Hastings entra dans l'appartement de Whitehaven Mansion avec un journal frais dans une main et un sac de scones chauds dans l'autre. Poirot était assis près de la fenêtre, son café du matin parfaitement aligné avec le sucrier, sa moustache déjà parfaitement soignée. « Quelque chose d'intéressant aujourd'hui, mon ami ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Hastings laissa tomber le journal à côté de lui. Jérémie Farrow a plaidé coupable. Homicide involontaire, pas meurtre. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas préméditation, seulement imprudence. Il purgera 10 ans de prison. Poirot hocha la tête. La justice, tempérée par la clémence britannique, elle n'est pas imméritée. Hastings s'assit en face de lui. Tu sais, j'ai réfléchi. Toute cette histoire, ce n'était pas qu'une question de poison, si. Non, répondit Poirot en remuant son café. C'était une question de désespoir, de gens qui craignent de perdre leur importance, de gens qui confondent cruauté et contrôle, et d'une femme qui comprenait la loyauté bien mieux qu'elle ne le laissait paraître. Il jeta un coup d'œil vers une petite enveloppe sur la table, timbrée de Wexcombe. Il l'ouvrit et sourit. À l'intérieur se trouvait un pétale de rose pressé et une note. « Nous avons commencé les réparations de la véranda. Yvette a envoyé des partitions de Paris. J'ai demandé aux enfants du village de m'aider à peindre le pavillon d'été. Merci pour tout. » C.G. Poirot le plia soigneusement. « C'est étrange, Hastings, » dit-il doucement. « On retire une goutte de poison d'une bouteille, et le parfum d'une vie change du tout au tout. » Hastings leva son thé. « À Lady Eugénia, alors ?» Poirot leva sa tasse. « Aux secondes chances, mon ami. Et à la vérité qui laisse toujours une trace. »